Donc tout d'abord, merci d'être venu à cette conférence de presse de la Fédération sur l'éducation organisée à l'occasion de la rentrée 2019. La première chose sur laquelle on peut insister dès le début cette intervention, c'est de dire que cette rentrée elle fait suite à une année de mobilisation très forte, voilà, que ce soit dans l'ensemble du paysage social avec les Gilets jaunes, ou plus particulièrement dans notre secteur professionnel, et que donc ces mobilisations ont créé un rapport de force vis-à-vis du gouvernement qui est assez inédit depuis le début de sa mandature. Dans notre secteur professionnel, l'année dernière avait commencé par la mobilisation contre la réforme du lycée professionnel. Elle avait enchaîné sur une mobilisation assez forte des lycéens et des lycéennes, puis des personnels de lycée général et technologique contre la réforme du lycée et le bac. Puis on a eu au printemps une mobilisation très forte contre la loi Blanquer, très massive dans le premier degré, mais qui a aussi monté en puissance dans les autres secteurs. Et enfin, bien sûr, voilà, tout le monde l'a en tête, la mobilisation de fin d'année sur les examens et notamment les rétentions de notes, qui était une forme de mobilisation assez inédite et qui a fait véritablement trembler le pouvoir. À ce moment-là, à Sud Éducation, on avait dit assez fortement que le ministère avait adopté une posture qui était inacceptable pour les personnels. Pourquoi inacceptable? Parce qu'elle était au mieux méprisante et condescendante, et elle est allée jusqu'à la menace, au dénigrement, avec des enseignants qui se sont vus livrer dans les médias à la vindicte populaire en les comparant, pour reprendre les propos du président, à des preneurs d'otages. Le ministre s'était également livré à toute une série de menaces dont on avait montré qu'elles étaient sans fondement juridique et qu'elles étaient illégales, notamment en ce qui concerne les retraits de salaire de 15 jours ou les procédures disciplinaires qui auraient pu être engagées contre des professeurs ayant pratiqué les rétentions de notes. Voilà, on reviendra un petit peu sur l'aspect illégal de ces tentatives de répression dans la discussion, si vous le souhaitez, tout à l'heure. Toujours est-il que ce qu'on constate là, c'est que le ministre est aujourd'hui fragilisé et très fortement décrédibilisé auprès des personnels. Il a perdu ce qui lui restait de légitimité vis-à-vis de la profession. On a donc aujourd'hui un ministère qui est aux abois, qui est fragilisé, et on considère à Sud Éducation que c'est le moment pour les personnels mobilisés de porter le coup de grâce en reprenant la mobilisation très fortement dès cette rentrée. Donc, dans ce contexte, le ministre fait une conférence de presse, voilà, dans laquelle il parvient, en parlant pendant plus d'1 heure, à n'apporter aucune revendication, aucune satisfaction quant aux revendications des personnels. Ces revendications, elles ont été exprimées très clairement l'année dernière, c'était l'abrogation des réformes en cours, c'était des revendications de justice sociale pour les personnels, notamment en ce qui concerne les salaires, les rémunérations et les retraites, et pas un mot sur ces questions, ou du moins rien de concret. Et le ministre parvient également, pendant toute cette conférence de presse, à ne faire aucune référence à la mobilisation de l'année dernière. Voilà. Et ça, pour nous, que les choses soient claires, ça n'est pas un signe d'ouverture, ce n'est pas un changement de ton, ce n'est pas du dialogue comme on a pu l'entendre ici et là. Au contraire, c'est une démonstration de plus du mépris et de l'autoritarisme du ministre envers les personnels. Donc ce qu'on observe, c'est une véritable continuité depuis le début du mandat, à savoir passage en force sur les réformes, exercice d'autopromotion et d'autosatisfaction, et mépris des personnels et de leurs revendications. Et à ce titre, disons-le tout net, la mise en œuvre des comités de suivi des réformes sont juste une instrumentalisation des organisations syndicales pour viser à légitimer des réformes qui sont par ailleurs passées en force et au mépris de ces mêmes organisations syndicales. Donc cette rentrée, au-delà de la conférence de presse et de la poudre aux yeux que peuvent constituer les mots du ministre, elle révèle un certain nombre de problèmes, un grand nombre de problèmes, et révèle l'étendue de la gabegie de la politique ministérielle depuis ces dernières années et qui s'est accélérée l'année dernière. On peut citer pêle-mêle la scolarisation des enfants de 3 ans qui va conduire essentiellement
un transfert massif de ressources publiques vers l'école privée. On peut citer les 60 000 étudiantes et étudiants qui ont été recalés de Parcoursup, on peut citer les fermetures de 400 écoles rurales, les suppressions de 3 550 postes qui étaient annoncés l'année dernière et sur lesquels on avait appelé les personnels à se mobiliser, mais aussi les 1400 postes non pourvus par les juristes qui montrent aussi le désaffection que provoquent vis-à-vis des aspirantes professeurs les politiques ministérielles qui sont menées. Voilà. Donc les sujets de mécontentement sont multiples, ils sont dans l'ensemble des degrés, c'est-à-dire que la mobilisation elle peut reprendre dans l'ensemble des degrés, d'autant que derrière ces questions disons professionnelles ou statutaires se profile un certain nombre de questionnements et d'inquiétudes quant à des enjeux un peu plus larges sur le plan de la fonction publique ou sur le plan d'autres questions interprofessionnelles comme bien sûr les retraites et comme bien sûr la loi de transformation de la fonction publique qui va être mise en œuvre. Bonjour Pascal Bouchard, tout éduc. Voilà, donc face à ces sujets de mécontentement qui sont multiples et qui traversent l'ensemble du secteur éducatif, on considère que l'enjeu aujourd'hui c'est de reprendre la mobilisation là où elle en était restée à la veille des vacances, et ce dans l'ensemble des secteurs qui sont tous concernés, pas seulement dans les lycées qui étaient directement concernés par les mobilisations contre la réforme du lycée général et technologique et du bac. Voilà. Donc là, plutôt que de détailler et de lister cet ensemble interminable de problèmes de la rentrée, on va se focaliser sur 3 aspects qui ont été notamment mis en avant par la conférence de Blanquer et sur lesquels on a des choses à dire qu'on développera éventuellement dans les discussions tout à l'heure. Concernant l'école inclusive, Blanquer prétend qu'un ou une AESH attendra un élève en situation de handicap. La réalité est tout autre puisque nous avons des AESH qui sont dans l'attente d'une affectation ou qui ne sont juste pas renouvelés. Alors pour la partie écologie, on a vu que Blanquer était en train de verdir son image et qu'il instrumentalisait les mobilisations lycéennes sur la justice climatique. Donc Jean-Michel Blanquer fait tout simplement du greenwashing et nous avons des revendications concrètes à exposer. Troisième axe que nous souhaitons aborder et que nous pourrons ainsi développer dans les questions, c'est celui de la surenchère sécuritaire à laquelle se livre le ministre. Il présente les mesures punitives comme des solutions aux difficultés des personnels et a montré un mépris hallucinant envers les parents. Nous pourrons aussi développer sur ce point. Voilà, donc pour conclure cette introduction, donc dans les perspectives, on est face à un ministre qui est fragilisé et donc Sud Éducation appelle en cette rentrée à reprendre la mobilisation. Nous appelons les personnels à se réunir en assemblée générale dès demain et à mettre en débat la grève et la construction d'un mouvement de grève reconductible massif. Il s'agit d'amplifier le rapport de force face au gouvernement pour obtenir satisfaction des revendications. Donc Sud Éducation a déposé un préavis de grève qui court jusqu'aux vacances de la Toussaint à ce sujet, et également un préavis de grève spécifique pour les grèves pour le climat des 20 et 21 septembre. Vous avez eu des retours concernant les sanctions qui avaient été évoquées au moment de la grève dans les corrections du baccalauréat? Oui, on a des retours. En fait, plus précisément, il n'y a aucun retour. C'est-à-dire que absolument aucun retrait de salaire n'a été fait au-delà des 2 ou 3 jours après la date de rendu des copies. Donc 3 jours de retrait de salaire normaux pour des personnels qui ont fait grève au-delà du rendu des copies. Il n'est absolument pas question de retrait de salaire de 15 jours, ce qui corrobore entièrement, intégralement l'analyse que Sud Éducation avait développée, avait communiqué au personnel à l'époque, qui consistait à dire que les annonces du ministre étaient illégales, qu'elles ne reposaient sur aucun fondement juridique, et qui plus est, le ministre était démenti lui-même par son ministère. Donc ça faisait quand même beaucoup d'éléments, donc ça nous conduit aussi à redire avec force que le ministre à ce moment-là s'est livré à de la gesticulation autoritaire, il s'est répandu dans les médias en livrant les enseignants à la vindicte, mais en fait derrière il n'y avait rien. Sur la question disciplinaire,
c'est pareil, hein, il avait eu des mots très durs pour certains enseignants évidemment jamais identifiés, qui auraient, je sais pas, bloqué des centres d'examen, qui auraient empêché des corrections de copies, etc. Évidemment, il n'en est rien, donc il n'y a aucune sanction disciplinaire, aucune poursuite engagée à ce stade, d'après nos informations, mais bon, vu la mobilisation importante, et parmi lesquelles il y avait un certain nombre de personnels qui sont syndiqués chez nous, on a quand même des remontées de terrain qui sont assez claires sur la question. Très concrètement, quel retour est-ce que vous avez de vos collègues? Est-ce que vous craignez des problèmes techniques dans la mise en place de la rentrée, sur les emplois du temps, sur les choses? Alors, on a d'ores et déjà des remontées concernant les emplois du temps qui sont très, très difficiles dans certains endroits. Dans d'autres, y compris des plannings de pré-rentrée qui n'ont pas été, transmis ou sur lesquels il y a du retard, donc ce qui montre des difficultés organisationnelles qui sont très vraisemblables, même si le ministre communique beaucoup sur le fait que voilà, il y a eu une pression mise sur les établissements pour que la gabegie de la réforme soit colmatée sur cet aspect-là qui est effectivement saillant dans la rentrée. Voilà. Ensuite, ce qui nous intéresse beaucoup pour demain, c'est d'avoir des retours concernant les assemblées générales et sur ce qui va se passer dans les établissements en termes de reprise de la mobilisation. Bon, là, on lance une consultation de nos syndicats départementaux pour avoir des remontées le plus vite possible. Ça, on le saura un peu plus évidemment demain, puisque voilà, personne, y compris parmi les personnels les plus mobilisés, peut véritablement anticiper ce que va donner une assemblée générale. C'est même son propre de produire des perspectives de mobilisation et de donner des pistes de mobilisation et de prendre des décisions en ce qui concerne les actions mises en œuvre. Donc ça peut difficilement être anticipé plus que ça, mais ça on aura d'autres informations très rapidement si vous souhaitez rentrer en contact avec nous à ce stade. Et moi je rajouterais qu'il y a des inquiétudes dans le domaine de la maternelle avec l'instruction obligatoire des 3 ans, parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas propres qui rentrent à l'école, donc la surcharge de travail pour les enseignants et les aides-SEM va entraîner une dégradation des conditions de travail et des conditions d'études des enfants, et les problématiques également de sieste, voilà, et ça rajoute des complications pour la rentrée dans les écoles maternelles. Vous êtes présent un petit peu en Guyane, à Mayotte. Je ne sais pas si vous savez comment anticiper la rentrée là-bas. Alors oui, on est implanté en Guyane et à Mayotte. C'est 2 tableaux qui sont très très différents. Mayotte a déjà repris, si je ne m'abuse. Les conditions, on avait été reçu par le ministre il y a 2 ans sur cette question. On avait pu poser la question précisément des conditions de l'enseignement scolaire, en particulier dans le premier degré pour les élèves sur le territoire de Mayotte. Il se trouve que le ministre nous avait évidemment assuré que tout allait changer, qu'il suivait ça, que toutes les semaines il faisait un point et que c'était très sérieux. Aujourd'hui, plus de 2 ans plus tard, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours des bâtiments qui sont dans un état de délabrement extrêmement avancé, avec des étais qui sont mis sous les porches des collèges qui comptent plus de 1800 élèves en moyenne. Ça en dit long sur la concentration d'élèves qu'on peut mettre dans ces établissements. Quant aux écoles, vous savez que le système de la classe alternée est toujours mis en œuvre, contrairement aux déclarations du vice-recteur et puis du ministre lui-même. C'est-à-dire qu'une classe a classe le matin, tandis que l'autre a ses cours l'après-midi. Et ça, c'est un système qui perdure et qui continue à exister. Tout ça dans un fonctionnement administratif complètement anarchique, dans lequel des personnels exercent des missions qui ne correspondent pas à leur statut. Donc c'est proprement catastrophique, comme les années précédentes, absolument rien n'a changé. Malgré les voyages du ministre qui en profitent pour faire de la communication. Vous avez eu des retours? La semaine Sayem disait que certains ont dû changer de choix à la toute fin de l'année. Oui. Vas-y. Nous sur les enseignements spécialités, mais après, voilà, mes camarades compatrons, nous, le premier constat qu'on avait fait, c'est qu'on nous a dit au départ que sur les 12 spécialités, 7 devaient être disponibles sur un même établissement. Ensuite, on nous dit que c'est sur l'ensemble d'un bassin. Voilà, donc ce qu'on constate, c'est qu'en dehors du tronc commun,
En ce qui concerne les enseignements de spécialité, il n'y a pas d'offre de formation minimale par lycée. Donc voilà, avant même la mise en œuvre technique de la réforme et du choix qui peut être fait par les lycéens, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une inégalité considérable en termes d'offres de formation d'un lycée à l'autre et d'un bassin à l'autre. Donc au-delà des difficultés et du manque de respect vis-à-vis du choix des lycéens et des contraintes que ça peut supposer pour eux, ce qu'on dénonce déjà dans un premier temps, c'est l'existence même de parcours scolaires qui seront différents d'un lycée à l'autre ou d'un bassin à l'autre, et pour lesquels il y a une inégalité en termes d'accès à l'offre de formation en fonction du lieu de résidence. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, sur les spécialités de lycée, ce qu'on dénonce aussi, alors c'est lié à ces difficultés plutôt les difficultés de mise en œuvre sont un bon révélateur de ce que je vais dire là, mais la deuxième chose qu'on dénonce, c'est le fait qu'aujourd'hui, un élève de seconde est tout de suite soumis à une injonction à faire des choix stratégiques pour l'avenir, notamment dans le contexte de Parcoursup où il y a un certain nombre de compétences à mettre en avant, et que dès la seconde, les élèves vont être en situation de devoir faire des sortes de stratégies de construction pour choisir les 3 bonnes spécialités en première, en se disant qu'ensuite on passera à 2 en terminale, etc. Et que donc cette injonction est à la fois très anxiogène pour les élèves et leurs familles, et au-delà, elle fait émerger une telle adaptation de l'école aux filières du supérieur et au-delà au marché du travail, puisque c'est l'idéologie du tri social qui est mise en avant par le ministère, que s'engouffre là-dedans une multitude d'officines privées de coaching scolaire qu'on a vu se développer, même si une partie existait déjà, très 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 fortement dès l'année dernière, quoi. Voilà. Donc ce que vous nous dites là sur ce que disait effectivement le syndicat que vous avez cité sur des élèves qui n'auraient pas eu leur choix de spécialité, c'est évidemment extrêmement inquiétant, mais il ne s'agit pas de réduire le problème que constitue l'existence même de cette structure des enseignements au lycée à des simples difficultés techniques. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait aussi sur Parcoursup, où voilà, on était d'accord pour dire que ça fonctionnait mal, qu'il y avait des bugs, etc. Et nous on disait que c'était pas seulement un bug technique, mais c'était structurellement l'existence même de cet outil de tri social qui était à remettre en cause. Voilà. Je reviens, puisqu'on évoque l'idée qu'il y a d'autres syndicats. Où en est l'unité syndicale, où en est, avec qui discutez-vous, quelle perspective d'action unitaire avez-vous, y en a-t-il, ou est-ce que vous comptez sur la base et les agir? Il y a une partie des réponses dans votre question. Nous, on a un mandat de construction d'une unité large, la plus large possible, autour des revendications des personnels et de la construction d'un mouvement de grève d'ampleur pour construire le rapport de force avec le gouvernement. Voilà. Donc quand on dit qu'on a un mandat d'unité syndicale très large, ça veut dire qu'on n'a aucun problème à s'asseoir autour de la table avec l'ensemble des organisations syndicales. En revanche, ce qu'on constate, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est autour des perspectives de mobilisation et autour des revendications des personnels. Voilà. Ce qui n'est pas forcément des enjeux qui sont partagés par l'ensemble des organisations syndicales. Donc en fonction de ce qui se passe, on va avoir des arcs unitaires qui ne seront pas tout à fait les mêmes. Là, à l'heure actuelle, l'enjeu, c'est effectivement, c'était un peu la deuxième partie de votre question, l'enjeu, c'est effectivement la réussite des assemblées générales demain dans les établissements, et c'est le fait que les personnels s'emparent dans un cadre, disons, d'auto-organisation, des perspectives de mobilisation et dégagent des perspectives pour la suite. Voilà. L'objectif de ces AG, c'est justement pas de donner clé en main un programme, mais de faire en sorte qu'elle débouche sur des perspectives de mobilisation claires, et on fera le bilan
avec l'intersyndicale de cette pré-rentrée aussi vite que possible pour déclencher les mobilisations. L'intersyndicale,